et puis aussi l'Institut Rachid et Géraldine Roux. Je connais le lycée Saint-Bernard depuis fort longtemps, à vrai dire, et ça n'est pas sans m'émouvoir quand j'interviens ici. J'espère ne pas vous saouler, mais contrairement aux orateurs précédents, j'ai besoin de mes notes pour parler. Je ne suis pas enseignante et mon métier c'est d'écouter. Lorsqu'il s'agit de parler pendant 3/4 d'heure ou 1 heure, j'ai besoin de mon support visuel, j'en suis désolée. J'espère quand même ne pas trop vous lâcher. Et puis, je vais commencer par rétrécir la perspective. Je vais partir de l'individu pour aller vers la société. La nourriture, donc, matériau de construction biologique et élément vital, participe aussi à la mise en place de ce qu'on appelle le montage pulsionnel, force de vie psychique du sujet. Le thème de la journée est un aphorisme de Brillat-Savarin. Je tiens à le rappeler. Brillat-Savarin, pour faire lien avec le propos de mon voisin, c'était un juriste. L'acte de manger contribue à la construction de l'identité de la personne, mais il infléchit son inscription dans le socius. À travers la fonction de nourrissage et le partage des repas, s'opère une transmission de personne à personne, mais aussi de communauté à individu et inversement. La nourriture est le prétexte obligé d'une part fondamentale et prépondérante de notre relation au monde extérieur. J'apporte une petite précision. Je vais utiliser une sorte de trame temporelle et développementale. Les psychanalystes aiment bien le développement. Freud utilisait une métaphore archéologique pour parler de la constitution psychique des sujets humains. Le passé se dépose en couches dans nos mémoires, à la différence près que c'est une nuance importante, le passé n'est jamais passé. Donc ce retour apparent au début de la vie que je vais opérer maintenant nous plonge pas vraiment dans le passé, mais surtout dans les profondeurs. Plaisir premier. Qu'est-ce que c'est que le plaisir premier? Ce n'est pas manger, c'est boire. Boire le lait. Au tout début de la vie in utero, le sens du goût est le sens le plus précocement acquis, à peu près à la 13e semaine de grossesse. Par ailleurs, on peut remarquer sur les premières échographies que le fœtus suce son pouce. Tiens donc pourquoi? La principale activité volontaire du bébé qui vient de naître, et quasiment sa seule activité volontaire, c'est de téter. De quoi se nourrit le bébé? Ou plutôt, je devrais dire, de qui? De qui? Quelqu'un peut répondre? Oui. De sa mère. Et je peux vous assurer, si vous lui posez la question à sa mère, elle est tellement fatiguée qu'effectivement, elle est vidée. Après 9 mois sous perfusion, le nouveau-né découvre la faim. En effet, sur un plan biologique, sa glycémie n'est plus assurée par la perfusion placentaire. Il découvre la faim, mais il découvre en même temps la satiété. Il découvre le plaisir de téter, il découvre le goût du lait. Il ressent donc la satiété, mais aussi le manque. Alternance de satisfaction et de manque. Et dans l'esprit naissant du bébé, tout se passe comme si c'était ces manifestations de vie, ces cris, qui procuraient le lait. Dans un premier temps, pour le bébé, sa maman n'existe pas. Il vit dans une sorte d'illusion.
Progressivement, néanmoins, il réalisera que c'est toujours la même personne qui lui apporte ce dont il a besoin. Et au moment où il va réaliser qu'il a une mère, il va avoir peur de la perdre. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de l'étranger. Ça se passe vers 8 ou 9 mois. Revenons sur l'expérience de la satisfaction. L'expérience de la satisfaction est double. Il y a la satisfaction d'un besoin alimentaire, mais aussi le pur plaisir sensuel de téter. Les deux satisfactions sont indissociables pendant très peu de temps, au tout début. Dès qu'un enfant peut diriger ses gestes, il peut lui arriver de sucer son poing, de sucer son pouce, et dans ces cas-là, ce n'est vraiment pas pour se nourrir qu'il le fait. Je cite un autre aphorisme de Brillat-Savarin. Le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir. Le plaisir de téter, de sucer, de manger, d'avaler ou de mordre satisfait ce que les psychanalystes, et moi-même en particulier, nous appelons la pulsion orale. Il concerne la bouche, la cavité orale. Les tout jeunes enfants utilisent leur bouche un peu comme nous, nos mains. Et ça dure à peu près jusqu'à 2 ou 3 ans. Le moment de la tétée englobe toute la sensorialité d'une façon encore plus vaste. Le bébé est au chaud dans le giron de sa mère, il suit ses mouvements, il perçoit sa chaleur et son odeur, il fixe son visage, il entend sa voix et même les bruits de sa respiration, de son cœur, de son fonctionnement digestif. Comme lorsqu'il vivait une hétéro. Ce moment de la tétée est un organisateur sensoriel fondamental. Les différentes perceptions arrivent par des canaux variés. Les yeux, la bouche, le nez, la peau. Ces différentes perceptions s'organisent et s'unifient en première expérience d'être soi, centré sur la bouche. La mère a donc une signature sensorielle que son bébé reconnaît et qui va s'imprimer très profondément en lui. La satisfaction ainsi obtenue est intense et complexe. Elle prend en compte des sensations, des perceptions, mais aussi l'affectivité naissante, c'est-à-dire le sentiment d'amour du bébé pour sa mère. Amour du lait, amour du sein et amour de la mère se confondent. Ces premières satisfactions gardent l'empreinte de l'ambiance dans laquelle elles surviennent et de la tonalité affective de la relation avec la mère nourricière, à jamais. Freud décrit le bonheur du bébé repu comme, je cite, le prototype de l'expression de la satisfaction sexuelle à l'âge adulte. Donc, la nourriture, le plaisir de manger sont fondamentaux pour le tout petit et inséparables de sa relation à sa mère. Certains bébés, dont la relation à la mère commence très mal pour différentes raisons, déclarent dès les premiers mois une anorexie. Manger avec les yeux. Très rapidement, tout ce qui concerne l'alimentation se métaphorise au niveau psychique. Manger, ce n'est pas que se nourrir, c'est s'approprier le monde, le découvrir, y opérer un tri. L'enfant anorexique ne prend pas, il rejette, il crache, il vomit. La nourriture est prise, avalée d'un bloc,
et puis plus tard mâcher. Vous savez quel est son destin. On en tire les nutriments et on élimine les déchets. D'une façon tout à fait analogue sur le plan psychique, le monde aussi est pris, mordu, transformé, retenu ou rejeté. Je vous donne en exemple quelques expressions du langage courant qui sont des expressions alimentaires mais qui portent leur poids de métaphores comme par exemple l'idée que je pourrais vous saouler, garder pour la bonne bouche, mettre les bouchées doubles, avoir l'eau à la bouche, c'est du gâteau, boire du petit lait, mange, tu ne sais pas qui te mangera, avoir du pain sur la planche, perdre le goût du pain, mignon à croquer, manger des yeux, c'est à vomir, et une expression relativement récente que vous pratiquez certainement, ça me gave. Nous sommes tous plus ou moins des ogres, des sorcières et des vampires. La bonne nourriture est une source de plaisir, mais la nourriture peut aussi être toxique. Rappelez-vous l'histoire de Blanche-Neige. Lorsque l'enfant commence à constituer sa palette de goûts, il trie. Certains goûts ou odeurs ne lui conviennent pas, mais il peut aussi s'agir de la consistance ou de la couleur. C'est en général une période plus difficile pour les parents que pour l'enfant. Cette période correspond à un moment où il se différencie de sa mère et de ses proches. Sur le plan psychique, il associe ce qui lui plaît au bon, au gentil, et ce qui lui déplaît au mauvais et au méchant. Lorsque la mère refuse quelque chose, elle est méchante. Écoutons Freud. Dans le langage d'émotions pulsionnelles les plus anciennes, l'émotion orale, cela je veux le manger ou bien je veux le cracher. Le moi plaisir originel veut s'introjecter tout le bon et jeter hors de lui tout le mauvais. Le moi plaisir originel, c'est un peu un instant mythique où tout est plaisir. Évidemment, ça n'existe pas. C'est une fiction. Par ailleurs, la pulsion orale, étayée sur le besoin de se nourrir et offrant une prime de plaisir, peut prendre la forme de l'emprise ou de la destruction. Particulièrement, et c'est banal en psychanalyse, d'une façon reliée au développement du corps. À partir du moment où on a des dents, on mord. Je m'accapare quelque chose ou quelqu'un, je suis avide, je consomme le plus possible, je prends plaisir à détruire en mordant. C'est une étape du développement. Sur le plan symbolique, dans les contes, les mythes, les légendes, les personnages de sorcières qui empoisonnent, d'ogres, d'ogresses, mangeurs d'enfants, vampires, représentent cette tendance agressive inconsciente autour de l'oralité. Il nous est plus facile de l'accepter si elle vient de l'extérieur, donc le personnage de la sorcière ou de l'ogre est en fait une image de notre propre oralité destructrice et dévastatrice projetée sur un monstre. Mais c'est de nous qu'il s'agit. Ça plaît beaucoup aux enfants d'ailleurs. L'histoire que tout le monde connaît, c'est celle d'Hansel et Gretel. C'est une façon de s'approprier les mouvements pulsionnels les plus culpabilisants, de raconter ce genre d'histoire avec des enfants. Le cannibalisme est une avidité destructrice du semblable, contemporaine d'une incorporation. C'est ce symbolisme-là dont il s'agit.
Paradis perdu. Le plaisir de manger, de se nourrir persiste toute l'existence à des degrés divers chez les individus. Le spectre des pulsions n'en reste pas à la pulsion orale, il s'élargit. Pulsion anale, pulsion génitale, concernant donc des zones érogènes différentes dont la portée symbolique est différente également. Au bout du parcours, la sexualité adulte est un accomplissement pulsionnel qui fusionne avec le courant d'amour dans la rencontre avec l'autre. Mais l'oralité, tout ce qui concerne le plaisir de la bouche et de la cavité buccale, garde une part importante chez tous. D'une part dans les préliminaires amoureux, mais aussi pour elle-même. En particulier parce que la pulsion orale peut être satisfaite sans dépendre de la relation avec l'autre. On peut se manger un petit repas tout seul, se boire un petit verre tout seul. Or, vous savez que la rencontre avec l'autre n'est pas toujours simple. Il y en a qui chantent que les histoires d'amour finissent mal en général. Je n'irai pas jusque-là. Le recours à la nourriture ou à la boisson peut s'offrir comme un moment de plaisir que nous appelons régressif, parce qu'il s'attache à un plaisir ancien dans le cours du développement. Plaisir régressif ponctuel qui, malheureusement, chez certaines personnes, peut tourner en habitude déplorable dans l'alcoolisme, les toxicomanies et aussi les intoxications au tabac. Parce que le tabac, c'est aussi l'oralité. Du côté de la sublimation, c'est-à-dire la transformation des pulsions en quelque chose qui est davantage psychisé et éloigné du corps, il y a les métiers de bouche, c'est-à-dire la création culinaire, et puis tout ce qui tourne autour de la restauration, mais aussi le chant, le théâtre. Tout ça porte une part importante de l'investissement oral. L'oralité s'investit donc d'une manière particulière et différente pour chacun d'entre nous, d'une façon qui porte l'empreinte de la relation à la mère et de l'histoire du développement psychique. Certains d'entre nous sont plus portés à apprécier la nourriture que d'autres, et plus portés à l'utiliser comme mode de compensation dans les moments difficiles. Par ailleurs, chaque cuisine familiale a ses particularités, son spectre. Chacun, dans sa propre famille, a baigné dans une atmosphère culinaire dont il gardera, et parfois pas forcément pour le meilleur, indéfiniment les traces. Nombre de femmes, quand ce sont elles qui font la cuisine, se plaignent amèrement de ne jamais pouvoir égaler le plat que faisait la belle-mère et dont leur compagnon garde un souvenir ému, impérissable. Et pour cause, ce n'est peut-être pas le plat lui-même dont il est question, mais la nostalgie de la relation fusionnelle et amoureuse à la mère qu'il représente inconsciemment. Un paradis perdu. Ce n'est sûrement pas par hasard si c'est une histoire de pommes et de plaisir oral, manger, prendre, qui est à l'origine de la chute d'Adam et Ève. La connaissance du bien et du mal, c'est la fin de la relation fusionnelle. La pomme est un fruit dur qu'il faut mordre, il faut le mettre en morceaux. Ce n'est pas du lait. Autre figure du paradis perdu. Petit extrait de la première gorgée de bière de Philippe Delerme. Je vous préviens, ce n'est pas une incitation à boire. D'ailleurs, gardez à l'esprit la dernière phrase, vous comprendrez. Mais la première gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais,
bonheur tapissé d'amertume. Comme elle semble longue à la première gorgée, on la boit tout de suite avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale, le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut, la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. Je vais vous parler un peu d'identification. C'est pas forcément très drôle. Bon. Nous sommes tous des êtres incarnés. La fine fleur de nos pensées, nos théories les plus hardies, les mathématiques, l'astronomie, tout ce que vous voulez, nos spéculations les plus osées, ont des relations parfois étonnantes avec nos souvenirs, nos affects et le terreau plus ou moins silencieux de notre vie affective et sensorielle. Autre petit extrait, Marilyn Desbioles, un ouvrage qui s'intitule La Sèche, qui est une recette de cuisine, entremêlée de souvenirs. On se souvient rarement de ce qu'on a mangé, même si on se souvient du plaisir qu'on a pris ou pas, des hôtes, d'un instant de la conversation peut-être. Mais goûter la cuisine, et encore plus la faire, c'est à coup sûr pouvoir mettre ses souvenirs en bouche, les remâcher, en distiller ce qui les compose, et non pas les avoir sur le bout de la langue, mais les saliver, les mettre à l'épreuve de la langue. Tourner et retourner dans le jus de la bouche. Les souvenirs sont là dans le vif du sujet. La langue des souvenirs, la langue devenue le milieu du corps, comme elle le serait sur un dessin de tout petit enfant, langue fine et acérée des sorcières, langue charnue des aimables nains des contes, langue fourchue qui effraie autant qu'elle excite les appétits. Le premier stade de l'amour est aussi une modalité du fonctionnement pulsionnel, c'est la dévoration. Je t'aime tant que je te mange, d'ailleurs, toi et moi ne faisons qu'un, comme cela on ne peut plus se perdre, on reste ensemble pour toujours. C'est de façon imagée ainsi que l'enfant aime sa mère. Freud parle d'investissement narcissique de l'objet. Investissement libidinal et identification se confondent. Je suis toi, tu es moi. C'est le premier mode d'identification. C'est ainsi que se construit notre psychisme, notre identité. La filiation, j'y arrive quand même. J'ai parlé de filiation, d'affiliation, j'y arrive maintenant. La filiation, inscription de l'enfant dans la lignée, prend ses racines dans le corps, les gènes, la biologie, mais aussi le lait, le maternage, les soins parentaux, la vie en famille. Sinon, l'adoption ne serait pas possible. La constitution d'une famille, cet altruisme, ne dépend pas que des liens génétiques ou biologiques. L'acquisition progressive de l'autonomie de l'enfant repose sur ses liens avec les autres membres de la famille. Père, frères et sœurs, beau-père, belle-mère. Aujourd'hui, ça s'enrichit beaucoup. Demi-frères, demi-sœurs, les grands-parents. Le mode d'identification avec ces personnes-là est un peu différent. L'enfant va imiter, il va faire comme. Ce que l'on nomme identification n'a cependant rien à voir avec une imitation simple sur un mode théâtral. L'identification repose sur la perception de la personne à laquelle on s'identifie et sur les affects éprouvés à son contact.
on peut considérer des processus d'identification, ce qui fait qu'on ressemble ou qu'on se sent ressembler à quelqu'un, comme une sorte de sculpture psychique de la vie intérieure qui mélange des ingrédients propres avec des matériaux pris à l'autre. Freud a répondu à un questionnaire à un moment de sa vie sur ses habitudes de fumeur. C'est lui qui parle. J'ai commencé, ne croyez pas que je ne fume pas. Je parle de fumer, mais je ne fume pas. J'ai commencé à fumer à 24 ans, d'abord des cigarettes, et puis très vite, exclusivement des cigares. Je fume encore aujourd'hui, à l'âge de 72 ans et demi, et répugne beaucoup à me priver de ce plaisir. Je suis restée fidèle à cette habitude ou à ce vice, et j'estime que je dois au cigare un grand accroissement de ma capacité de travail et une meilleure maîtrise de moi-même. Mon modèle, en cela, a été mon grand-père, qui fut grand fumeur, et il est resté jusqu'à l'âge de 81 ans. C'est pris dans l'ouvrage de Philippe Grimbert, « Pas de fumée sans Freud ». Freud a vécu 83 ans au total. Il a cessé de fumer peu après avoir écrit ces lignes. Il est mort d'un cancer de la bouche. Mais je trouve très intéressant qu'il ait cette identification à son grand-père, dans la mesure où Freud avait des relations plus compliquées avec son père, probablement. Freud était un homme fier, ambitieux, qui a beaucoup souffert du récit d'une anecdote que son père avait dû lui raconter. Son père, juif, comme lui, bien sûr, avait été bousculé dans la rue et avait cédé le passage plutôt que d'affronter les personnes qui l'avaient bousculé. Freud n'a jamais accepté cette façon de son père. Et donc, l'identification au grand-père viril, je pense qu'elle est parlante dans ce contexte. Reprenons notre jeune enfant. Un jour, une fois qu'il est suffisamment grand, qu'il peut mordre, on arrête de lui donner ses repas à des heures adaptées, toutes les 4 heures, toutes les 6 heures. Il vient à table avec tout le monde, une fois qu'il sait tenir ses couverts. Et je vais vous parler de rythme et de rite, et aussi de mythe. Les enfants découvrent alors des goûts qui portent une empreinte culturelle, celle de leur famille, de leur région, de leur pays, de leur milieu social et religieux. En leur temps, beaucoup d'écrivains du XIXe siècle, particulièrement Balzac, Victor Hugo, ont dans leurs romans décrit des repas qui étaient propres à une classe sociale. Le repas des bourgeois, le repas des pauvres. Les aliments de ce régime, qui s'élargit progressivement, sont différents selon les pays, les niveaux socio-économiques et selon les religions. Je passe à propos du rythme, donc, puisque en principe, dans une famille où on est, je dirais, au moins 2 personnes et qu'on prend ses repas ensemble, on se retrouve à peu près à heure fixe. Il y a bien là l'inscription d'un rite. Et à propos du rite, il y a donc un rite. La scansion du temps est du côté de la vie, il me semble, mais le changement aussi. Le rythme du côté de la vie change pour s'adapter. On peut prendre comme exemple les battements cardiaques.
on a un battement cardiaque assez régulier, il faut qu'il le soit, mais il peut s'accélérer ou se ralentir. Un rythme qui ne change jamais est plutôt du côté de la mort. C'est le cas de la répétition. Donc là, il y a une dialectique intéressante, c'est-à-dire que les rythmes sont nécessaires, mais qu'un rythme que on ne peut jamais changer, qu'on ne peut bouger, il s'inscrit du côté de la pulsion de mort. La pulsion de vie s'inscrit dans les rythmes en tout genre, mais la répétition et la recherche du calme absolu, de l'absence de tension, s'opposent à la pulsion de vie. La manière de se nourrir est donc, par l'inscription des rites et des rythmes, l'une des voies de l'apprentissage social. On apprend à se tenir à table, à manger avec des couverts, à parler ou à se taire. Autrefois c'est à se taire, aujourd'hui c'est plutôt à parler. Un ensemble de règles et de rituels régit les repas. Et autour de l'assiette et de son contenu, l'air de rien, c'est la société qui s'invite. Le repas est l'un des moments privilégiés de la rencontre en famille, entre amis, entre collègues ou en société, mais pourquoi donc? On partage son repas, on se nourrit de la même substance, on fait corps. Le partage du repas induit une dimension fraternelle. Nous retrouvons là une dimension bien proche de certains rites religieux. Freud s'est intéressé aux prémices de la vie de groupe dans les sociétés primitives. Comme l'a dit Philippe Gaudin ce matin, il a fait l'hypothèse contestée, mais fertile sur le plan de la pensée clinique, que préalablement au totémisme qui est une étape du fonctionnement des religions dans les sociétés primitives, donc avant le totémisme, le père, unique mâle adulte, comme dans certains groupes de mammifères, rejetait les autres mâles hors du groupe et gardait toutes les femmes pour lui, et toute la nourriture aussi. Ce système aurait évolué après l'événement suivant. Les frères s'unissent pour tuer le père, le dévorent, oui, il ne faut pas oublier ça, et reviennent dans la horde. Et à ce moment-là, ils instituent le totémisme, c'est-à-dire une idole, le totem qui représente le père mort, et un fonctionnement sociétal avec des règles, des interdits, des rituels. Parmi ces règles, l'exogamie, c'est-à-dire l'interdit de l'inceste, au sens large. Et les repas totémiques sont souvent sacrificiels. Le totémisme a précédé les religions monothéistes, qui ont conservé un certain nombre de rituels et de règles, parmi lesquels des interdits alimentaires et des rituels symboliquement sacrificiels. On parlait de la communion tout à l'heure, oui, c'est un rituel symboliquement sacrificiel. Le père haï, mais admiré et envié par ses fils, est dévoré, ce qui permet de s'approprier ses qualités, sa force. C'est le prototype de la forme d'identification psychique dont nous parlions tout à l'heure. Alors, du côté de la mère et du côté du père, c'est un peu différent. Revenons au groupe familial. Les repas quotidiens et les repas de fête ne sont pas des rites sacrificiels, heureusement, mais ils sont malgré tout rités et rythmés. Pour les thérapeutes familiaux systémiques, le lien familial ne repose pas que sur l'amour ou les sentiments, mais sur un mythe familial et son complément, sa mise en œuvre, le rituel. Le mythe familial est souvent inconscient. Il est hérité des générations précédentes. Il est difficile à repérer ou à exprimer. C'est une représentation du monde que tous les membres de la famille partagent et parfois sans le savoir. Ils ne l'ont pas choisi, ils en ont hérité.
Par contre, les rituels sont repérables. Et donc, le sens caché, il est du côté du mythe, que l'on ne connaît pas toujours, et du lien entre les rituels et le mythe. Je vais donner un exemple très simpliste de mythe familial. Ça peut être chez nous, on doit faire des études. Ça peut être aussi chez nous, on meurt jeune. Du côté du chez nous, on doit faire des études, et ben, le rituel, ça peut être de visiter des musées à chaque vacances. Les goûts contribuent pour une part importante à la création et à l'entretien des liens familiaux. En effet, autour de la table, on partage le plaisir. Pour Brillat-Savarin, autre aphorisme, convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Je me suis dit que peut-être, pour Brillat-Savarin, il s'agissait d'un mythe familial. Mais Brillat-Savarin, qui est resté célibataire, bien qu'il ait été, paraît-il, un homme séduisant, n'eut pas d'enfant. Il n'a donc pas transmis ce mythe par le biais de la filiation. Mais il a tenté de le transmettre à travers son œuvre, son livre qu'il a écrit à la fin de sa vie et qui s'appelle La physiologie du goût. Nous avons tous un patrimoine familial, culinaire, dont nous conservons une part que nous transmettons à nos enfants. Il y a des familles bio, des familles cuisine traditionnelle, des familles surgelées, des familles légumes du jardin. Demain, je ferai la tarte de grand-maman ou le ragoût de tantine. Mais, comme tout enfant qui trie, chacun opère des choix dans ce patrimoine. Dans une fratrie, tout le monde ne gardera pas tout à fait la même chose. Le spectre des goûts et des habitudes est donc caractéristique de chacun. Mais dans une famille, il y a des grandes lignes culturelles, religieuses, patrimoniales. Ces grandes lignes convergent vers les assiettes. C'est de façon explicite ou non explicite, comme une habitude, que l'on ne consomme jamais de viande le vendredi, soit parce qu'on se revendique chrétien, soit parce qu'on a gardé cette unique trace d'un passé chrétien. Chez un tel, on mange cachère, chez tel autre, halal. Chez les uns, on boit un verre de vin le dimanche, chez d'autres, on boit de la bière, ou alors l'alcool est interdit. Les enfants sont automatiquement inclus dans ces modes de vie, qu'ils vont prolonger ou dénoncer, disons à peu près à partir de l'adolescence, par fidélité ou par besoin de différenciation. Certains vont confirmer leur appartenance à la famille, certains vont la rejeter. À l'âge adulte, au moment de créer une nouvelle cellule de vie, les cartes sont rebattues. On garde, on abandonne, on prend, on laisse, on métisse avec le compagnon ou la compagne. On distingue deux sortes de groupes, les groupes d'appartenance et les groupes d'inclusion. Vous êtes inclus dans les élèves de vos classes, de vos lycées, mais vous appartenez à votre équipe de football ou à votre groupe de musique. Mais ce n'est pas si simple. Quand les liens sont forts, vous appartenez aussi à votre classe ou à votre lycée. Cela s'appelle donc un lien d'appartenance. Ces liens d'appartenance créent des affiliations. Donc nous sommes partis d'une filiation, transmission familiale, et nous arrivons aux affiliations. Le âme n'est pas un privatif. Les affiliations viennent compléter la filiation. Des affiliations sont des filiations choisies qui enrichissent la filiation primaire de différentes influences. Les affiliations peuvent même s'opposer à la filiation. Affiliation peut s'opposer à la
filiation. Exemple, l'affiliation à un groupe djihadiste peut ainsi être en continuité ou en rupture avec la religion d'origine. Il y a des jeunes de toutes origines. Dernier chapitre, je vais tenir le tempo, je pense. Manger sur la planète. En ce qui concerne l'alimentation, les repas, le manger, il me semble que nous vivons de grands bouleversements. Les rituels que j'ai évoqués s'affaiblissent de plus en plus. On n'a pas communiqué, mais je pense qu'il y a là une convergence de pensée. Le repas en famille, dominical par exemple, a tendance à disparaître quand ce n'est pas le repas pris ensemble à table tout court. La cuisine traditionnelle disparaît également et peut-être aussi la possibilité de parler à table. Quand chacun... je dis qu'aujourd'hui la parole est libre à table, on n'interdit plus à personne de parler à table, seulement personne ne parle puisque chacun regarde son téléphone. Je caricature, hein, mais j'ai vu des tables, y compris au restaurant. Et puis alors, on vient de nommer patrimoine de l'humanité, quoi? Le repas à la française. Et je me suis demandé si c'était le signe de sa bonne santé ou de sa disparition prochaine. Il semblerait qu'actuellement, la forme, la bonne santé, l'avenir de notre planète, le bien-être des animaux nous préoccupent tant que, petit à petit, nous nous mettons tous au régime. Dans certaines familles, la mienne n'en est pas loin, il devient impossible de préparer un repas identique pour tous. Allergiques, diabétiques, intolérants, végétariens, véganes ont de la peine à s'asseoir à la même table. Tout se passe comme si les affiliations l'emportaient sur la filiation. Perdus dans la foule, sur notre planète surpeuplée, inondée par la cuisine fast-food, nous créons en urgence une nouvelle manière de se nourrir qui puisse joindre la nécessité vitale au plaisir, comme toujours, mais aussi respecter des impératifs éthiques. La mondialisation économique s'accompagne d'une ouverture culturelle qu'on appelle la mondialité. Les personnes de ma génération et des précédentes ont découvert, parfois sans sortir de leurs frontières, un grand nombre de produits et de manières de cuisiner qui sont arrivés en quelques décennies dans leur cuisine. La lente transmission verticale qui s'opérait jusqu'alors, de génération en génération, est traversée aujourd'hui par de forts mouvements horizontaux. Aux limites bien nettes et concentriques qui opéraient autrefois entre la famille, le clan, le village, la ville, la région, le pays, le continent, se substituent d'autres démarcations qui déplacent les frontières, entre mangeurs de viande et véganes par exemple. Un dernier mot, de Brillat-Savarin, les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. C'est sûrement un peu sévère pour les animaux. Je suis persuadée pour ma part qu'il y a un continuum tout de même, mais que nous sommes des animaux et que certains animaux ont une forme de psychisme ou d'intelligence que nous découvrirons. Cela vient à un point nommé nous rappeler que le manger est une activité humaine qui réussit à joindre les aspects les plus archaïques, comme le cannibalisme, avec les productions culturelles et spirituelles les plus raffinées. Je vous remercie. Je suis à l'écoute de vos questions.